Frank Costello est de loin l'un des gangsters les plus redoutables et les plus dépravés que Scorsese ait jamais porté à l'écran. Ce n'est pas tout, c'est aussi l'un des personnages les plus glaçants du cinéma. Ce n'est pas seulement à cause de l'écriture, mais aussi parce que Jack Nicholson réécrivait le personnage sur le plateau. Frank Costello semble totalement imprévisible parce que personne, pas même Scorsese, ne savait ce qu'il allait faire ensuite. Jack risquait une production de 100 millions de dollars en se fiant uniquement à ses instincts créatifs. Et tu sais quoi ? En fait, ça a vraiment marché. Félicitations pour avoir réussi l'examen d'inspecteur et bienvenue à l'unité d'enquête spéciale. J'ai assuré. Martin Scorsese a réalisé de nombreux films très acclamés et très influents au cours de sa carrière qui s'étend sur près de 5 décennies. Et l'un des facteurs clés de cette longévité est sa capacité à choisir des collaborateurs en qui il peut avoir confiance. Encore et encore. Que ce soit Robert De Niro qui a joué dans 10 films, ou 6 collaborations avec DiCaprio, ou encore pas moins de 22 projets avec la monteuse Thelma Schoonmaker. Vous voulez deviner combien de fois Scorsese et Jack Nicholson ont collaboré ? Une seule fois ? Une seule fois. Il est évident qu'une bonne entente entre artistes peut donner naissance à des œuvres intemporelles. Mais parfois, ces collaborations peuvent complètement déraper. Et cette spontanéité, ce lâcher-prise, peuvent être au cœur de ce à quoi les gens réagissent. Un peu de conflit sain en coulisses peut donner naissance à un personnage vraiment unique. Ne ris pas! Ce n'est pas de la télé-réalité. Les Infiltrés, sorti en 2006, étaient basés sur le film policier hongkongais de 2002 intitulé Infernal Affairs. Dans le film, nous suivons 2 hommes. L'un est un policier infiltré chez les triades et l'autre est un membre des triades qui gravit les échelons au sein de la police. C'est un thriller en forme de jeu du chat et de la souris qui dégage une tension palpable. Transposé à Boston, Les Infiltrés se concentrent sur l'infiltration de la mafia irlandaise. À l'origine, le film devait mettre en vedette Brad Pitt et Robert De Niro, mais il a été remanié et 2 rôles principaux ont été redistribués. Les rôles prévus pour Brad Pitt et Robert De Niro ont finalement été donnés à Matt Damon et Jack Nicholson. Une fois que Jack Nicholson s'est impliqué dans le projet, le scénariste William Monahan a réécrit de nombreuses scènes pour rapprocher le personnage du véritable gangster irlando-américain Whitey Bulger, tout en lui donnant le nom du célèbre mafieux italien Frank Costello. Cependant, cela ne suffisait pas à Nicholson. Il voulait aller encore plus loin, faire évoluer les choses, vraiment s'approprier le personnage. Il voulait faire évoluer Costello en quelque chose de plus menaçant, quelque chose de plus grand que nature, quelque chose digne de l'immortalité sur grand écran. Prenons cette scène. Sur le papier, ce n'est rien de spécial, juste une conversation. Billy Costigan, joué par DiCaprio, est venu voir Costello, le suppliant de rester dans le droit chemin. Et comment Costello répond-il ? Avec l'une des séquences les plus étranges et sinistres vues au cinéma. Mais ici, la tension ne vient ni du montage, ni de la bande-son ou des mouvements de caméra, mais repose entièrement sur les performances des acteurs. Tout repose sur les choix que fait Nicholson. DiCaprio semble être un spectateur terrifié, incertain de ce qui va se passer à chaque instant, ce qui s'est avéré être, en gros, vrai. Nicholson fait une série de choix de plus en plus bizarres. Alors que DiCaprio essaye de lui faire saisir la gravité de la situation, la scène écrite se limitait à Costello s'adressant à Costigan. C'était censé être une scène classique entre un chef de gang et son sous-fifre. Mais au tournage, Nicholson a fait tomber son pistolet. Ce n'était pas dans le script. Alors qu'il se penche maladroitement vers le sol, il lance un regard sarcastique, du genre « ça n'était pas censé arriver », en haussant les sourcils, puis il remonte de façon théâtrale avec l'arme. Il regarde dans le canon, faisant semblant de ne pas savoir comment ça fonctionne, puis il pointe l'arme sur DiCaprio, et toute la scène bascule. Jack contrôle désormais la situation. Faisant immédiatement monter la tension, il se lance dans un long monologue sur la présence d'un traître parmi eux. Tout dans cette scène donne l'impression que la situation va déraper, et on observe un homme totalement déséquilibré, mais qui en a pleinement conscience. Pendant la promotion, Nicholson a admis que le pistolet n'était pas dans le script. Après avoir filmé la scène la veille, Scorsese voulait refaire quelques prises. Le lendemain, Nicholson a voulu tenter quelque chose de différent et a demandé à un accessoiriste de cacher une arme sur le plateau et d'apporter aussi un extincteur. Il a ensuite dit « Sa tête quand j'ai demandé l'extincteur, c'était inestimable ». La scène relève autant de la performance clownesque que de l'intimidation de Nicholson en Frank Costello. Quand on réduit cela à ses mouvements et à ses choix individuels, on a du mal à croire que ça puisse fonctionner. Cela ressemble à des choix d'acteurs exagérés, presque caricaturaux, qu'on verrait plutôt dans une sitcom que dans un film de Scorsese. Mais ça fonctionne. C'est tellement loufoque et déjanté que ça finit par sembler authentique.
Ça montre immédiatement que plus rien ne rattache cet homme au réel. Quelqu'un qui est tellement déconnecté de la réalité qu'il est prêt à faire à peu près n'importe quoi. Jack Nicholson ne jouait pas seulement le rôle, il expérimentait des choses en temps réel. Il cherchait ce qu'il voulait faire, puis improvisait sur le moment, comme dans un jeu terrifiant de oui et ha. En général, improviser sur le plateau d'un drame prestigieux est interdit, généralement réservé aux comédies à petit budget et aux mauvais films d'action. Mais dans ce cas, Nicholson a frappé un grand coup d'une manière que très peu d'acteurs ont même tenté, et encore moins réussi. Il a décidé d'assumer le scénariste en lui et de créer Costello de toutes pièces. Mais contrairement à certains acteurs qui suivent simplement leur inspiration créative et donnent au réalisateur des tonnes de matière à exploiter, Nicholson sait exactement ce qu'il fait. En fait, Matt Damon a détaillé sa méthode dans un extrait d'interview devenu viral. Il s'est retourné et, sorti de nulle part, il a dit « Tu sais, je ne serais jamais allé aussi loin dans ma carrière si je n'étais pas un excellent scénariste. » Beaucoup l'ignorent, mais Nicholson a débuté comme scénariste, travaillant sur des scripts tels que Thunder Island, Flight to Fury et Ride in the Whirlwind, entre autres. C'est peut-être peu connu sur l'un des acteurs les plus couronnés de succès de sa génération, mais sans être un excellent scénariste, il n'aurait pas eu une telle longévité. Il a raison, tout ce qu'il invente pour Frank Costello est à la fois sinistre et drôle. Ça ne franchit jamais la vallée de l'étrange, où ça cesse d'être crédible. Regardez simplement cette séquence. Elle est tombée de façon bizarre. La mythologie autour de cette scène a pris sa propre ampleur. Dans le film lui-même, ce n'est que quelques instants. Mais dans le discours cinématographique, c'est un sujet incontournable. Comme la scène des 2 tours où Aragorn se casse l'orteil en frappant le casque. Une interview virale de Matt Damon où il explique comment Nicholson improvise de façon structurée. Il explique que Nicholson réfléchissait toujours par séquences segmentées, préparant des scènes où de longues prises ininterrompues révélèrent le personnage, et tant que la caméra continuait de tourner, il pouvait offrir plusieurs moments pour déjouer les attentes du public. Il dit « Je viens de l'école de Roger Corman, donc je ne vais pas ajouter de temps, et je ne vais pas augmenter votre budget. Mais au lieu d'un homme agenouillé dans les marais, j'en fais une femme, et je le fais, et je lui tire une balle dans l'arrière de la tête. » Comme c'est écrit dans le scénario. Mais si tu laisses la caméra tourner après qu'elle tombe, je me tourne vers Ray et je dis « mince ». Elle est tombée bizarrement. Et tu peux voir comment l'approche de Nicholson pour une scène assez classique a offert à Scorsese plusieurs façons de monter la conversation. Il a d'abord improvisé plusieurs répliques et phrases sinistres, mais dans le montage final, environ la moitié a été conservée. C'était le vrai cadeau et la malédiction de ce que faisait Nicholson. Il créait plusieurs tonalités à inclure ou non dans le montage final. C'est alors à Scorsese et à la monteuse Thelma Schoonmaker de décider dans quelle mesure du matériau produit par Nicholson sera inclus dans le film. Cela pouvait être une bénédiction pour un réalisateur ou un véritable cauchemar. Heureusement pour Scorsese, le plan global a fonctionné. Dans les interviews de cette époque, Scorsese et son équipe évoquent toujours Jack Nicholson de façon détournée. Par exemple, DiCaprio déclare explicitement qu'il ne savait jamais ce qui allait se passer dans leur scène ensemble, ce qui était principalement le résultat du fait que Scorsese donnait à Nicholson la liberté de mettre sa propre empreinte sur le personnage pendant la production. Nicholson proposait d'innombrables suggestions pour améliorer les scènes, les rendant plus sombres, plus sinistres, ou pour y ajouter plus de profondeur au personnage. En fait, c'est aussi Nicholson qui a eu l'idée de jouer la scène d'introduction entre Costello et Costigan avec une main coupée dans un sac sur son bureau. Heureusement, toutes ces idées sont relativement peu coûteuses. Il ne réécrit pas toute une séquence et ne déplace pas les personnages. Il intensifie et développe certains moments. On voit qu'il vient du cinéma à petit budget, car plusieurs de ses premiers rôles ont été offerts par Roger Corman. Aucune réplique du film ne résume mieux à la fois Nicholson et Costello que celle-ci. Je suis un artiste. Tu me donnes un putain de tubercule. Je t'en tire quelque chose. C'est tellement évident que c'est ce qu'il pense faire. Il prend ce qu'il considère comme un scénario correct et l'enrichit pour en faire quelque chose d'unique et de mémorable. Le scénario avait été écrit pour une autre personne, avec des compétences différentes. Ce rôle de gangster taciturne et sombre aurait mieux convenu à Robert De Niro. L'énergie et la folie de Nicholson proviennent de sa volonté de profiter pleinement de l'opportunité offerte, ce qui se remarque dans chaque plan. Même après des millions de dollars et des décennies de reconnaissance, Jack ne se reposait pas sur ses lauriers.
compliquant la vie de son entourage. Les coulisses offrent une autre vision de la fin des Infiltrés. Non, beaucoup ont levé les yeux au ciel devant la scène finale où, après que Colin Sullivan, joué par Matt Damon, a été abattu, un rat traverse le rebord de la fenêtre face au Capitole. Le symbolisme est tellement banal et évident qu'on dirait quelque chose tout droit sorti d'un film d'étudiant. Mais quand on sait que tous les plans soigneusement préparés par Scorsese ont été constamment passés à la trappe, modifiés ou complètement changés par Nicholson, ça prend presque tout son sens, non ? En fait, cela change l'expérience du spectateur. Au lieu de quitter le film en se demandant pourquoi Scorsese a tant insisté sur la fin, on ressent plutôt de la pitié et de l'empathie pour lui, car lui aussi est un artiste. On dit que le cinéma est un art du réalisateur, mais ce n'est pas vrai. C'est celui qui rapporte le plus d'argent, ici Nicholson, qui a le pouvoir d'imposer ses choix. Frank Costello fonctionne parce que Nicholson a brisé les règles. Il a réussi à créer une performance inoubliable et un personnage dont on se souviendra pendant des décennies. Scorsese et Nicholson n'ont plus retravaillé ensemble après, ce qui rend le film encore meilleur. Deux icônes du cinéma des années 70 ont uni leurs forces pour créer un classique, puis ont fait semblant de ne pas s'être mutuellement tapés sur les nerfs, mais ne l'ont jamais renouvelé, signe qu'elles ne l'ont pas aimé. Au final, il faut reconnaître à Nicholson le mérite d'avoir toujours cherché à se dépasser, à aller plus loin, à s'améliorer et à approfondir le processus créatif. Il faut aussi saluer Scorsese pour avoir enduré tout cela. C'est la fin de cet épisode de Nerdstalgique. Qu'en pensez-vous ? Les efforts supplémentaires fournis par Nicholson en valaient-ils la peine ? Partagez votre avis en commentaire. Comme toujours, likez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos similaires.